Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Arvanis. La session va commencer pour le sujet qui est celui de comment gérer la fertilisation azotée des prairies multi-espèces. Donc, on va passer aux intervenants de cette nouvelle session. Donc, vous allez pouvoir retrouver Anthony Vitval, qui est basé à la Jaillère, qui va intervenir durant la première partie de ce webinaire. Et puis, Carole Gigot, qui est basée à Jeux-les-Bois, qui interviendra sur la seconde partie de ce webinaire. Et également, en coulisses, on est nombreux pour recueillir vos questions et pouvoir les rapporter aux intervenants au niveau des zones d'échange. Donc, vous allez retrouver Didier Delot, qui est basé à Saint-Hilaire-en-Oued, dans l'Est, Laura Caban, qui est basée à Boigneville, Eva Deschamps, qui est basée à Baziège, Valérie Bonneau et moi-même, Élodie Roger, qui sommes basés à Jeux-les-Bois. La première partie portera sur l'état des lieux des connaissances sur les prairies multi-espèces. Donc, cette partie sera présentée par Anthony avec les principes, les définitions et les connaissances déjà acquises sur ce sujet. Et puis, la seconde partie sera présentée par Carole Gigot avec une présentation de résultats d'essais menés entre 2017 et 2020. Elle représentera du coup le contexte et sa mise en place, les résultats des essais et une partie avec un point de vue économique. Bonjour à tous, je vous propose que l'on commence. Donc c'est Anthony Vitval. Je vous propose donc qu'on commence et on va commencer par quelques éléments de définition, qu'on parle aujourd'hui tous le même langage. Lorsqu'on parle de prairies multi-espèces, on peut parfois confondre avec une association. Alors qu'est-ce qui distingue association et prairies multi-espèces? C'est avant tout la composition du couvert prairial. En l'occurrence, une association, on parle de deux espèces qui évoluent ensemble, le plus souvent une graminée et une légumineuse, alors que pour une prairie multi-espèces, on a un nombre d'espèces qui est plus important, c'est-à-dire au moins 3, on verra qu'il n'y a quasiment pas de limite, et qui font partie de deux familles différentes, le plus souvent graminées légumineuses, pour miser sur une complémentarité sur laquelle je reviendrai ensuite. Au sein de la catégorie des prairies multi-espèces, on va avoir différents niveaux de complexité. Donc on peut parler d'une prairie multi-espèces dite simple, qui va combiner 3 à 4 espèces, donc une à 2 graminées et une à 2 légumineuses, avec quelques exemples que je cite en dessous, comme raigle anglais, fétuque élevé et trèfle blanc, et d'autres combinaisons sont possibles. Et puis des prairies multi-espèces qui sont plus complexes, de l'ordre de 5 à 10 espèces, parfois plus, avec un exemple aussi que je donne là, donc raigle anglais, fétuque élevé, dactyle, trèfle blanc et lotier, une composition évidemment qu'on adapte à la durée de vie prévisionnelle de cette prairie, au mode d'utilisation ainsi qu'au contexte pédoclimatique. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais en tout cas, c'est assez important, enfin, c'est très important de réfléchir sa composition au regard des critères que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, pour la situation dont on va parler ensuite et sur laquelle Carole reviendra plus en détail, on est sur une prairie multi-espèces qui comporte 5 espèces et Carole vous la détaillera. Alors pourquoi des associations ou des mélanges graminées légumineuses? Si je fais de manière assez schématique, c'est pour miser sur une complémentarité de fonctions assez intéressante. En premier lieu, la capacité des légumineuses à être autonomes d'un point de vue nutrition azotée via la fixation d'azote symbiotique, d'azote atmosphérique, mais aussi par la capacité à mettre une partie de cet azote à disposition des graminées qui l'accompagnent, qui elles vont assimiler cet azote contenu dans le sol, graminées qui vont par ailleurs aussi assimiler l'azote du sol qui n'est pas issu de la fixation symbiotique, mais de la minéralisation des matières organiques, entre autres. Si on élargit un petit peu, l'objectif ultime, j'allais dire, quand on est éleveur, c'est produire d'une part des protéines, c'est avant tout le rôle des légumineuses, mais pas uniquement, et de l'énergie qui est plutôt là assignée aux graminées. En termes de bénéfices issus de cette complémentarité, le fait que l'on réduit ou qu'on n'utilise pas d'engrais azotés, ce qui a des bénéfices d'un point de vue environnemental, on peut en particulier parler des consommations énergétiques ou gaz à effet de serre, mais pas uniquement. Et puis d'un point de vue plus utilisation, la production de protéines, qui s'ancre dans la recherche d'autonomie protéique, qui a aussi des conséquences d'un point de vue économique
en particulier sur le coût de complémentation. Et puis, de manière plus générale, de produire un fourrage plus équilibré d'un point de vue énergie et azote, de sorte à ce que ce fourrage-là puisse constituer une ration complète. On parle en particulier des situations pâturées. Si je reviens sur les phénomènes qu'il y a derrière, les principes qui sont derrière et qui justifient quelque part l'association de ces deux familles-là, c'est la fourniture d'azote par la légumineuse, donc au bénéfice de la graminée, qui se fait par l'essentiel par rhizodéposition, c'est-à-dire par des exudats racinaires qui sont riches en azote. Ça peut être des protéines, ça peut être des acides aminés, des enzymes qui, une fois minéralisés, concourent à fournir plus d'azote pour la graminée. Mais il faut aussi compter sur la minéralisation des tissus morts, c'est-à-dire du renouvellement des tissus, des plantes qui sont en place ou au contraire qui dépérissent, les nodosités qui sont riches en azote, mais aussi les stolons, les racines et les feuilles qui peuvent constituer cette litière qui se minéralise aussi et constitue une source d'azote non négligeable. Alors, en termes de connaissances, pour ce qui concerne la nutrition azotée d'associations en particulier, je vous présente ce graphique qui est basé sur 6 années d'essais qui ont été obtenus dans plusieurs départements dans le début des années 80, et qui repositionne en fait la dose d'azote à apporter sur une graminée pure pour obtenir un rendement équivalent avec une association de cette même graminée et ici en l'occurrence du trèfle blanc conduit sans azote. Donc je prends un exemple, une graminée pure, imaginons du raigrand anglais, sur lequel j'applique 200 kg d'azote, eh bien j'obtiens le même rendement qu'une association raigrand anglais trèfle blanc sous réserve que cette association présente un taux de trèfle blanc important, à savoir 50%. Donc on peut raisonner comme ça en termes d'économie d'azote entre deux types de couverts fertilisés à différents niveaux. L'exemple qui est donné, c'est plutôt avoir 25% de trèfle en plus permet une économie de 100 unités à rendement équivalent. Voilà, donc des éléments qui sont vrais du trèfle blanc et obtenus sur des graminées qui sont détaillées ici, l'essentiel des références ayant été obtenues sur dactyle, raigrand anglais et fétuque élevé. Donc là, je viens de parler du trèfle blanc, mais ce qui est important de noter, c'est que toutes les légumineuses ne se valent pas, c'est-à-dire que toutes les légumineuses n'ont pas la même capacité à transférer, à nourrir, à concourir à l'alimentation azotée de la graminée compagne. Et ce qui est rapporté ici, sur les 3 marches du podium, c'est la part d'azote qui est contenue dans la graminée compagne qui vient de la légumineuse. Si on est en présence d'un trèfle blanc, dans l'essentiel des situations, évidemment, il faut qu'il y ait un taux de trèfle non négligeable, dans le couvert, 40 à 60% de l'azote contenu dans la graminée compagne vient de la fixation symbiotique du trèfle blanc. Pour le trèfle violet, on est un cran en dessous, c'est-à-dire de l'ordre de 30 à 50%. Et puis sur la 3e marche du podium, et là il y a une assez forte distinction, c'est la luzerne qui de manière schématique, concourt moins à nourrir la graminée compagne. Donc on pourra revenir sur les raisons qui font quelque part cet ordre des choses, mais c'est important de le savoir lorsqu'on compose quelque part sa prairie multi-espèces. Un autre point important, là on vient de faire le focus sur les particularités, les spécificités des 3 principales espèces de légumineuses. À l'inverse, là où les graminées qui vont constituer le mélange, elles n'ont que peu d'effets. Globalement, elles vont être nourries de la même manière que ce soit un dactyle, une fétuque ou un raigrand anglais, puisqu'elles ont toutes une forte capacité à aller assimiler l'azote disponible dans le sol, quelle que soit sa provenance. Aujourd'hui, comment on raisonne la fertilisation, comment on prend en compte les fournitures d'azote issues de la fixation symbiotique lorsqu'on fait un prévisionnel de fertilisation sur une prairie? Ce qui est déjà important, c'est qu'on ne raisonne pas à l'échelle de l'année, qu'on se base sur des observations, des constats qu'on dresse l'année N pour prévoir la fertilisation l'année N+1. C'est déjà un premier point important, une première difficulté, on peut le dire aussi. Donc avec 3 situations que je vais vous présenter. Une première situation où, par exemple, en 2021, on aurait eu un pourcentage de trèfle au printemps dans notre prairie qui aurait été inférieur à 10%. C'est-à-dire qu'on devine du trèfle blanc, qui est présent quasiment partout, mais enfin, il est assez peu apparent spontanément à l'œil. Dans ces situations, on considère que l'apport d'azote
par la légumineuse au profit de la graminée est négligeable. On ne le prend pas en compte, hein, on considère qu'il y a un apport nul. Une autre situation que je vous détaille au maximum, mais il y a des équations plus simplificatrices que celle-ci, qui sont notamment présentes en région d'un point de vue réglementaire, c'est si le pourcentage de trèfle au printemps est compris entre 10 et 30%, ben là on peut calculer la quantité d'azote issue de la fixation symbiotique qui se fait via la présence du trèfle. On estime ainsi la quantité d'azote en kilos d'azote par hectare en multipliant la biomasse totale du couvert fois le pourcentage de trèfle dans ce couvert, fois la teneur en azote du trèfle, ici de manière forfaitaire prise à 3,5%, fois un pourcentage de fixation, c'est-à-dire la part d'azote contenue dans le trèfle qui est issue de la fixation d'azote symbiotique, multiplié par un coefficient qui ne s'applique que lorsqu'on est sur le trèfle blanc. Vous voyez 1,3, et ce coefficient multiplicateur qui augmente la quantité d'azote calculée. C'est un facteur de correction puisque le trèfle blanc, il y a certes une partie aérienne qui est récoltée, qui est un biomasse valorisable, mais il y a aussi une forte proportion de cette biomasse qui est produite dans les premiers centimètres au-dessus du sol, et c'est notamment les stolons, hein, qui ont un turnover assez important et qui contribuent assez fortement à la fixation et la mise à disposition d'azote. Donc de cette manière, pour des situations entre 10 et 30%, eh bien, on peut estimer les fournitures. Dernier cas de figure, si le pourcentage de trèfle en mai-juin, donc fin du printemps, est supérieur à 30%, c'est-à-dire qu'on en voit partout et réparti de manière homogène, on a plutôt même une impression à l'œil qui peut dominer, on estime jusqu'alors que le transfert d'azote des légumineuses vers les graminées suffit pour satisfaire les besoins de celles-ci. Dit autrement, si j'apporte de l'azote supplémentaire, je ne permets pas un rendement supérieur. Néanmoins, et ça je reviendrai dans les diapositives qui suivent, un apport maxi de 50 kg d'azote en sortie d'hiver est plutôt préconisé pour relancer la production. Donc ça, c'est la photo des préconisations actuelles à la lumière des éléments de connaissance qui existaient jusque-là. Et quand on creuse un petit peu, sans vouloir trop complexifier, mais c'est vraiment pour avoir en tête tous les paramètres qui peuvent jouer et qui peuvent nuancer ce que je viens d'évoquer, c'est que les fournitures d'azote, elles ne sont pas fixes, elles sont variables entre années de vie de la prairie. Je reprends une situation, donc en première année, le transfert il est jugé négligeable, donc le transfert d'azote de la légumineuse vers la graminée, puisque les quantités en jeu sont inférieures à 20 kg d'azote par hectare. Certains essais ont d'ailleurs même mis en évidence qu'il y avait des quantités d'azote échangées qui étaient équivalentes, c'est-à-dire que la graminée fournissait à peu près autant d'azote à la légumineuse que l'inverse via les exudats racinaires. Donc, on considère que le transfert est négligeable en termes de quantité en première année. En deuxième année de vie de la prairie, une association ou une multi-espèce, il y a une intensification du transfert, et c'est surtout vrai pour le trèfle blanc, moins vrai pour les autres légumineuses. Je pourrais revenir sur les raisons qui expliquent cette différence. En troisième année et au-delà, on atteint une sorte de rythme de croisière, en tout cas le transfert est maximal, et son intensité et sa pérennité dépendent avant tout de la pérennité des espèces, en particulier bien sûr de légumineuses qui sont au sein du mélange ou de l'association. Et puis à l'intérieur d'une même année, on peut aussi observer des éléments qui font que la fourniture elle n'est pas constante, et il y a une désynchronisation assez forte entre des besoins des graminées, des besoins en azote qui sont élevés des graminées en sortie d'hiver, alors que l'azote fourni par les légumineuses, les quantités en jeu sont très faibles. Donc là, on a une désynchronisation de forts besoins qui ne sont pas assouvis, en tout cas pas via la fourniture d'azote par les légumineuses. Et un dernier point, plus délicat à qualifier, mais là encore, je vous le donne d'un point de vue qualitatif, les transferts d'azote, les fournitures vont varier en fonction du mode d'exploitation, le pâturage étant le mode d'exploitation qui permet le plus, qui facilite le plus ces transferts d'azote, d'une part via l'azote qui est excrété par les animaux, en particulier les pissas, et puis dans une moindre mesure parce qu'au pâturage, on laisse une quantité de matière, de litière, pour partie de refus,
qui vont ensuite concourir à enrichir le pool de matière organique du sol, et en particulier en azote labile, soluble, qui va être rapidement minéralisé. Et si je synthétise ce qu'aujourd'hui les références et préconisations actuelles nous indiquent, il y a un premier point important et qui va fixer le décor pour la suite, c'est que l'optimum de rendement, mais aussi de fixation d'azote, c'est-à-dire qu'une situation qui maximise la fixation d'azote issue de la fixation symbiotique, on pourrait qualifier ça de maximisation des processus agroécologiques en prairie multi-espèces, elle est située à un niveau de fertilisation qui n'est pas nul, mais compris entre 50 et 100 kg d'azote par hectare. Donc, dit autrement, quand j'applique 50 à 100 kg d'azote par hectare et par an sur une prairie multi-espèces, on verra sous quelles conditions, il faut bien sûr qu'il y ait une part importante de légumineuses, eh bien, je concours à obtenir le rendement, l'optimum, le plus souvent c'est d'ailleurs le maximum, et aussi je maximise la fixation d'azote symbiotique. Tout ça n'est pas tout à fait sans conséquence, c'est qu'un apport de 50 à 100 kg d'azote par hectare et par an favorise certes les graminées, et c'est important de le dire, sans conséquences majeures, je vais en dire un petit peu plus, sans conséquences majeures sur la production des légumineuses dès lors qu'elles sont bien installées en sortie d'hiver. Quand on regarde les résultats des essais, appliquer 50 à 100 kg d'azote par hectare et par an, en fait, on fait assez peu varier la production des légumineuses. Par contre, on augmente celle des graminées. Donc, on a une production qui est un peu supérieure, ça justifie le point précédent. Mais bien sûr, en termes de proportion, eh bien, la part des légumineuses, comparativement au pool les deux, eh bien, diminue un petit peu. Et le dernier point, donc, qui est quelque part sans lien immédiat avec les éléments que je cite précédemment, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il est conseillé de ne pas apporter l'azote la première année de production pour, quelque part, ne pas surfavoriser les graminées et permettre une bonne implantation des légumineuses. Donc, bonjour à tous. Je vais prendre donc le relais et vous présenter les résultats d'un essai qui a été mené de 2017 à 2020 sur la ferme expérimentale des Bordes, donc située dans l'Indre, au sud de Châteauroux. Cet essai a été mené grâce au financement de la région Centre-Val de Loire et du Cap Filière Bovin-Viande Centre-Val de Loire, et également grâce au grand projet national qui a vu le jour début janvier, Cap Protéines, pour la partie analyse et diffusion des résultats. Donc, si je commence par vous présenter l'essai, donc le support de cet essai était une prairie multi-espèces, bien évidemment. Donc, prairie implantée plutôt pour une courte durée, pour 3 ans, à vocation fauche. Cette prairie était implantée sur un limon argileux sableux, sur lequel on a fait une analyse de terre. Et donc, on vous a remis ici quelques données de cette analyse. En termes de P2O5, on était à 50 ppm, donc un petit peu limite. En K2O, on était à 272 ppm. Et d'un point de vue pH-eau, on était seulement à 5,7. Donc, c'était un peu faible, puisqu'on préconise un pH de l'ordre de 6 à 6,1 pour les légumineuses prairiales. Et on monte même jusqu'à 6,5 pour une luzerne. Si j'enchaîne sur le calendrier de l'essai, donc l'essai a été implanté le 29 août 2017 avec un semoir expérimental en ligne à céréales, donc que vous pouvez voir sur la petite photo. Ce semis a été réalisé derrière un métail fourrage qui a été récolté le 26 mai. Après cette récolte, il y a eu plusieurs passages de cover crop sur juin et juillet pour faire lever tout le stock de graines présentes dans le sol. Concernant la fumure de fond et le chaulage, les apports ont été effectués entre 2 passages d'outils à dents et les quantités ont été calculées en fonction des résultats de l'analyse de sol, tout en souhaitant ne pas être limitant en P et K, puisqu'on voulait faire varier vraiment uniquement la fertilisation azotée. Donc en P, on a apporté 150 unités hectares. En K, on a apporté 168 unités. Et comme je vous le disais, le pH étant un peu faible, on est venu avec 2,4 tonnes de capésie. Donc la capésie, c'est quoi? C'est 40% de CaO et 10% de MgO. Ensuite, au moment du semis, donc juste avant le semis, on a eu un roulage
qui permettait d'avoir un bon lit de semences et puis de pouvoir bien gérer la profondeur de semis. Et on est revenu rouler une fois le semis réalisé pour optimiser le contact terre-graine. Comme vous pouvez le voir sur la frise, donc on a une première récolte qui est intervenue le 15 novembre de l'année de semis. Donc cette récolte est plutôt une récolte dite de nettoyage. Et au moment de cette récolte, il y a des échantillons qui ont été prélevés. On a pu faire un tri par famille, graminées, légumineuses diverses. Et ce qui nous a montré qu'on avait grosso modo un tiers graminées, un tiers légumineuses, un tiers diverses. Donc on avait pas mal de diverses et vous allez voir pour toutes les récoltes qui ont suivi, on avait quasiment plus de diverses. Donc cette coupe de nettoyage a bien rempli son rôle. Concernant les 3 années vraiment de suivi de l'essai, donc on vous a remis là à chaque fois les dates d'intervention, que ce soit pour la fertilisation azotée ou pour les récoltes. Donc on a à chaque fois 3 dates de fertilisation. Vous allez voir, ça dépend des modalités. Mais donc la première date correspond à la préconisation de l'apport à 200 degrés jour base 1er janvier. La seconde date correspond à un décalage de cet apport à 400 degrés jour base 1er janvier. Et ensuite, la troisième date d'apport correspond à un apport dans les 10 jours qui suivent la première récolte. En 2018 et 2019, on a pu faire 3 récoltes. Donc la première mi-mai, la seconde fin juin et la troisième au mois de septembre. Et en 2020, on a eu l'occasion de pouvoir faire une 4e récolte le 23 novembre. Comme je vous l'ai dit, on ne voulait vraiment pas être limitant dans les autres éléments que l'azote. Donc on est venu une nouvelle fois apporter du P et du K en même temps que le premier rapport d'azote de 2019. On passe maintenant donc aux dispositifs et aux modalités qui sont mises en place. Donc la prairie multi-espèces de base, sa composition a été choisie en fait par rapport à de précédents essais où différentes compositions de prairies multi-espèces étaient testées. Et celle retenue pour cet essai était en fait celle qui ressortait avec les meilleurs niveaux de rendement et de qualité dans de précédents essais. Donc, on est sur une composition avec 4 kg de dactylhectare, 5 kg de fétuque élevé, 5 kg de raigrats anglais. Et en termes de légumineuses, on est à 15 kg, dont 10 de luzerne et 5 de trèfle violet. Et d'un point de vue densité de semis, donc on est à 56% de graines de graminées et 44% de graines de légumineuses. Donc vous pouvez voir déjà qu'on n'a pas le trèfle blanc qui était pourtant en haut du podium sur l'image que vous a présentée Anthony tout à l'heure. Ensuite, on a donc cette prairie multi-espèces support et on a testé 2 grandes stratégies de fertilisation azotée. Donc la première stratégie, c'est le carré bleu ici, nommé N1. Cette stratégie correspond à fertiliser dès la première année. Donc en première année, c'est-à-dire en 2018, on est venu sur les modalités apporter de l'azote selon les doses présentées ici dans le tableau. Donc on avait bien évidemment un témoin qui était non fertilisé durant toute la vie de l'essai. Ensuite, on avait une modalité où on apportait 30 unités à 200 degrés jour uniquement. Ensuite, on avait 4 modalités. On apportait la même dose à 200 degrés jour, puis après la première récolte, donc 30, 45, 60 ou 90 unités. Et une dernière modalité, on apportait 60 unités à 400 degrés jour, base 1er janvier. Donc ça, c'était les apports pour la première stratégie, donc le groupe, le carré, l'ensemble bleu, pour la première année. Pour cette stratégie de fertilisation dès la première année, on est venu avec 60 unités sur toutes les modalités en année 2 et année 3. Et on a conservé le décalage à 400 degrés jour pour la modalité qui était décalée dès le début. On a une deuxième grande stratégie de fertilisation azotée, c'est le fait de ne rien apporter en première année, mais de venir avec de l'azote qu'à partir de la deuxième année. Donc c'est notre stratégie du cadre orange ici, nommé N2. Donc en fait, en deuxième année, on est venu avec les doses présentes dans le tableau. Puis en troisième année, on est venu avec 60 unités sur toutes les modalités à 200 degrés jour et on a conservé le décalage à 400 degrés jour pour la modalité décalée.
Donc, tout ce panel de modalités nous permettait de répondre à différentes questions, dont les deux premières sont vraiment les questions phares du protocole. La première étant l'effet de l'apport d'azote sur le rendement, la qualité et l'équilibre graminées légumineuses des prairies multi-espèces en première année. Donc, comme vous pouvez le sous-entendre, à chaque récolte, on faisait des mesures de rendement, de qualité. On envoyait un échantillon au laboratoire pour avoir les analyses de valeur alimentaire. Et on faisait aussi un prélèvement où on venait trier selon les 3 grandes familles, donc graminées, légumineuses diverses, pour avoir leur contribution au rendement d'un point de vue massique. La deuxième question, c'est un apport d'azote la première année sur une prairie multi-espèces dégrade-t-il l'équilibre graminées-légumineuses, sous-entendu comparé à une fertilisation qu'à partir de la deuxième année. Et donc, auquel cas existe-t-il une dose qu'il ne faut pas dépasser? Ensuite, la troisième question, eh bien, c'est l'intérêt d'un apport suite à la première coupe. Donc, pour cela, on va se baser sur les deux modalités ici. Donc, les deux qui reçoivent 30 unités à 200 degrés jour, base 1er janvier. L'une qui n'en reçoit plus ensuite, mais l'autre qui en reçoit de nouveau 30 unités après le premier cycle. Et puis, la quatrième question, l'intérêt d'un apport d'azote unique décalé à 400 degrés jour. Donc, avant de rentrer vraiment avant d'essayer vraiment de répondre à ces 4 questions, une petite précision par rapport à la conduite de l'essai. Donc, il faut savoir qu'en 2018, les apports théoriques à 200 degrés jour et 400 degrés jour ont été décalés en fait à 300 degrés jour et 500 degrés jour en réalité, puisque le mois de janvier en 2018 a été précoce avec des températures assez élevées. Et donc, on a atteint les 200 degrés jour avant la fin du mois de janvier, sauf qu'on ne pouvait pas apporter dans le mois de janvier. Donc, on a attendu ensuite le mois de février, qui a été peu favorable à l'épandage d'azote. Et donc, du coup, l'apport s'est effectué le 20 février et on était plutôt, du coup, à 300 degrés jour, base 1er janvier. Et on a ensuite conservé le delta de 200 degrés jour par rapport à la modalité décalée. Autre information à avoir en tête avant de passer aux résultats, c'est que tous les apports ont été plutôt bien valorisés dans cet essai, à l'exception du premier apport de 2018 qui n'a pas été bien valorisé. Donc maintenant, on va tenter de répondre à chacune de ces 4 questions. Avant de répondre vraiment à la première question, je vais vous présenter comment on va lire le graphique, puisqu'à chaque fois, les graphiques seront représentés de la même manière. Donc, on aura à chaque fois un histogramme avec en ordonnée à gauche le rendement en tonnes de matière sèche hectare, dont vous retrouvez la valeur en étiquette noire au-dessus de chaque barre d'histogramme. En ordonnée à droite, on aura la matière azotée totale en pourcentage de la matière sèche, que vous retrouverez indiquée par les points au-dessus de chaque barre d'histogramme. Dans la barre d'histogramme, vous avez la proportion de légumineuses graminées diverses, la proportion massique au moment de la récolte. Et vous avez le pourcentage de légumineuses qui est indiqué en blanc. Et enfin, en abscisse, vous retrouvez nos modalités. Donc le témoin, c'est bien évidemment le témoin qui est non fertilisé du début à la fin de l'essai. Et ensuite, vous avez des modalités. Donc ici, vous avez que des N1. Donc N1, c'est notre première grande stratégie. Vous aurez aussi plus tard des N2. Et puis, de chaque côté du slage, vous avez donc à gauche la dose qui est apportée à 200 degrés jour et à droite, la dose qui est apportée suite à la première récolte. Pour les modalités qui sont décalées à 400 degrés jour, ce sera indiqué également. Donc, pour répondre à la première question, quel est l'effet de l'apport d'azote sur le rendement, la qualité et l'équilibre graminées légumineuses des prairies multi-espèces en première année? On a repris ici les données de la première année de récolte pour les prairies pour les modalités qui sont fertilisées cette première année, donc notre première stratégie. Donc, vu qu'on a cumulé ici nos 3 cycles de 2018 pour le rendement, les valeurs pour les pourcentages de légumineuses dans le rendement et pour la MAT sont bien des valeurs qui sont pondérées par le rendement de chaque cycle. Ce qu'on observe déjà, c'est les très bonnes valeurs de notre témoin, puisqu'on a réussi à faire 8,7 tonnes de matière sèche sans fertilisation.
Et on a, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on a 70% de légumineuses dans ce rendement. Donc en fait, il faut savoir que dans notre essai, les légumineuses se sont très bien installées dès la première année. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas d'effet notable de la fertilisation sur le rendement, puisqu'on monte jusqu'à 9,6 tonnes, mais les 900 kg de différence entre notre modalité NA45 ici et notre témoin ne ressortent pas statistiquement significatifs. Il faut quand même rappeler notre faible valorisation du premier rapport en 2018. Si on avait eu une bonne valorisation, on pourrait supposer qu'on aurait eu des rendements un peu plus élevés pour les modalités fertilisées, mais donc là, ça reste qu'une supposition. Donc, pas d'effet notable sur le rendement. Par contre, un effet significatif de l'apport d'azote sur l'équilibre graminée-légumineuse, et ce, dès l'apport de 2 fois 45 unités. Donc, comme vous pouvez le voir, on tombe à 53% de légumineuses, comparé à notre témoin qui est à 70%. Et donc, en fait, à partir de cette modalité-là, on est significativement inférieur à notre témoin. En corrélation avec cette observation, on observe qu'on a une diminution du taux de MAT en fonction de la quantité d'azote apportée. Donc, pour cette première question, dans notre contexte d'essai, dans les contextes de 2018, pas d'effet notable sur le rendement, mais un effet significatif sur notre taux de légumineuses à partir de 2 fois 45 unités et également un effet sur notre taux de MAT. Si on passe à la seconde question, un apport d'azote la première année sur une prairie multi-espèces risque-t-il de dégrader l'équilibre graminée-légumineuse et existe-t-il une dose à ne pas dépasser? Donc pour cela, on vous a représenté les données cumulées sur les 3 ans. Donc comme tout à l'heure, les rendements sont bien additionnés et les taux de légumineuses dans le rendement et les taux de MAT sont bien pondérés par chaque cycle de chaque année. À chaque fois, vous allez donc avoir la comparaison 2 à 2. Donc pour chaque couple de barres d'histogramme, vous avez à gauche la stratégie de fertilisation dès la première année et à droite la stratégie de fertilisation à partir de la deuxième année. Ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on attend la deuxième année pour fertiliser, on a une légère baisse du rendement cumulé. On perd grosso modo 2 tonnes de matière sèche, à l'exception de la modalité où on apporte 2 fois 60 unités, où là on a un gain de 2 tonnes de matière sèche. Cependant, ces 2 tonnes de matière sèche ne sont pas significatives puisqu'en fait, ces 2 tonnes de matière sèche à lisser sur 3 ans de production. Par contre, on a une augmentation significative des légumineuses lorsqu'on atteint la deuxième année pour fertiliser. Et ce, d'autant plus ici pour la modalité 2 fois 45 unités, où on a un gain de légumineuses qui est très important lorsqu'on atteint la deuxième année pour fertiliser. Corrélé à cela, on a une nouvelle fois le taux de MAT qui suit, puisque lorsqu'on a plus de légumineuses dans notre rendement, le taux de MAT est supérieur également. Enfin, lorsqu'on analyse un peu toutes les données ensemble, on a l'impression qu'il y a une dose d'équilibre qui se situe autour des 2 fois 30 ou 2 fois 45 kg d'azote hectare apportés, puisque c'est pour ces modalités-là qu'on va obtenir les meilleurs rendements et les meilleurs taux de légumineuses dans ce rendement. Donc, fertiliser dès la première année semble avoir un léger impact négatif sur le taux de légumineuses présent dans les rendements, et par contre avoir un effet sur le rendement qui est très peu significatif, puisqu'on est à 2 tonnes de matière sèche sur 3 ans. Si on passe maintenant à la troisième question, donc l'effet d'un apport suite à la première coupe. Donc ici, on vous a représenté à chaque fois les deuxièmes cycles. Donc le deuxième cycle de 2018 pour la première grande stratégie de fertilisation dès la première année et le deuxième cycle de 2019 pour la deuxième stratégie de fertilisation à partir de la deuxième année. Dans chaque couple d'histogrammes, vous avez à gauche en assuré la modalité qui reçoit uniquement 30 unités à 200 degrés jour basse 1er janvier et à droite en plein, la modalité qui reçoit 2 fois 30 unités. Avant de passer vraiment à l'interprétation de ce graphique, il faut savoir qu'en cumul sur les 3 ans, il n'y a pas d'effet sur le pourcentage de légumineuses lorsqu'on compare 2 à 2 ces modalités. Par contre, ici, on voit clairement sur le graphique qu'on a une tendance à diminuer le taux de légumineuses lorsqu'on refertilise après le premier cycle.
puisqu'on passe de 88 à 80% en 2018 et on passe de 43 à 34% en 2019. Par contre, fertiliser après le premier cycle semble permettre d'avoir des rendements qui sont supérieurs. Et donc, ce rendement qui est supérieur, étant donné qu'on a diminué notre taux de légumineuses, on le voit très bien sur les graphiques ici, le rendement est supérieur grâce à notre compartiment graminé, les graminées qui ont mieux valorisé l'azote et qui ont produit plus de biomasse. Donc, apporter de l'azote après le premier cycle semble vraiment nous permettre d'avoir un rendement qui est supérieur et semble par contre avoir un léger impact sur notre taux de légumineuses. Cependant, on reste sur des valeurs qui sont très satisfaisantes. On perd 8 à 9% de légumineuses seulement dans notre rendement. Maintenant, si on passe à la dernière question, donc quel est l'effet d'un apport d'azote unique décalé à 400 degrés jour? Donc ici, on vous a représenté les données de la première coupe de 2018. Et donc à gauche, la modalité qui a reçu 60 unités à 200 degrés jour. À droite, la modalité qui a reçu 60 unités à 400 degrés jour. Et donc je vous rappelle, c'était plutôt 300 et 500 degrés jour. Donc en fait, l'hypothèse de départ, c'était de laisser un peu plus de temps aux légumineuses à la sortie de l'hiver pour qu'elles reprennent leur développement, puisqu'on sait qu'elles sont un peu plus lentes que les graminées à se réveiller à la sortie d'hiver. Et en fait, au lieu de venir dès les 200 degrés jour avec de l'azote qui pourrait potentiellement favoriser les graminées à leur détriment, on s'est dit attendre les 400 degrés jour nous permettrait peut-être d'avoir plus de légumineuses dans le rendement. Et en fait, on a observé le contraire, puisque lorsqu'on atteint les 400 degrés jour, on est à 25% de légumineuses, alors que pour la modalité où on a porté à 200 degrés jour, on est à 33%. Donc on a essayé de savoir pourquoi. Et en fait, une partie de l'explication, c'est que la meilleure valorisation à 400 degrés jour par rapport à la valorisation à 200 degrés jour qui était mauvaise en 2018 a permis de favoriser les graminées, donc ce qui a augmenté le rendement, mais cette augmentation de rendement par les graminées s'est fait au détriment des légumineuses. Donc voilà pour la réponse à ces 4 questions. Donc ce qu'on peut retenir d'un point de vue technique par rapport aux résultats de cet essai, c'est que dans notre cas, avec des légumineuses qui étaient bien implantées, et bien fertiliser dès la première année a un impact, mais vu qu'on part d'un taux de légumineuses qui est très intéressant, l'impact il est moindre et on se retrouve quand même avec des taux de légumineuses qui restent très intéressants. On pourrait supposer, dans le cas où les légumineuses sont mal implantées, donc ce n'est pas le cas de notre essai, c'est pour ça que ça reste qu'une supposition, qu'il faudrait attendre la 2e année pour fertiliser. Parce que si on part d'un taux de légumineuses qui est plutôt faible et qu'on impacte en apportant de la fertilisation azotée, eh bien on risque de se retrouver avec des taux qui deviennent bien moins intéressants. Ensuite, on conseillerait un apport, une fertilisation azotée en 2 apports. On a vu que ça nous permettait d'augmenter notre rendement en ayant un petit impact sur les légumineuses, mais un impact qui est négligeable. Et on conseillerait des doses entre 60 et 90 unités en 2 apports, ce qui se rapproche tout à fait de la Vibilio dont vous a rapporté les détails Anthony. Donc en fait, voilà les conclusions techniques de l'essai. Et on a voulu voir si ces conclusions tenaient toujours la route d'un point de vue technico-économique. Donc on a fait une approche économique très, très rapide. Donc pour cette approche économique, on a retenu plusieurs hypothèses. Donc on a tout d'abord fait varier uniquement l'apport d'azote, donc en fonction des modalités. Et on vous a pris aussi 2 tendances du coût de l'unité de l'azote, donc la tendance haute avec les données de 2021 et la tendance basse avec les données de 2017. Pour tous les autres coûts, on a pris des forfaits. On est parti sur un apport d'azote sous forme d'ammonitrate 33,5, puisque c'est ce qui a été apporté sur l'essai. Et puis d'un point de vue mode d'exploitation, on est parti sur 2018-2019 avec 3 cycles, donc le premier en enrubanage, le second en foin, le 3e valorisé au pâturage. Et pour 2020, avec 4 cycles, on est parti sur un enrubanage, 2 foins et un pâturage. Pour les coûts qui sont pris en compte, on a tout ce qui est intrant. Avec les semences, l'engrais et l'amendement, on n'a pas de phyto sur l'essai. Si on ajoute à ces intrants la mécanisation hors récolte, on arrive à un coût de la tonne de matière sèche sur pied.
donc en prenant en compte un déplacement vers la parcelle qui se situerait à 3 km de la ferme et un coût de main-d'œuvre qui est à 20 € de l'heure. Sauf que nous, on a voulu aller un peu plus loin en se basant sur un coût de la tonne de matière sèche récoltée. Donc, on a ajouté les intrants de récolte, la mécanisation de récolte, la main-d'œuvre de récolte, mais par contre, on n'a pas pris en compte le stockage. Et donc, on arrive à ce type de données. Donc, on vous a représenté ici, en ordonnée à gauche, le taux de légumineuses dans le rendement pour toutes les modalités, en cumulé sur les 3 années d'essai. Et à droite, le coût de la tonne de matière sèche produite récoltée, mais pas stockée, avec en vert le coût lorsque le coût de l'unité d'azote est à tendance basse, et en rouge, le coût lorsque le coût de l'unité d'azote est à tendance haute. Si on regarde les modalités qu'on aurait tendance à préconiser d'un point de vue technique, donc tout d'abord les 2 modalités qui sont fléchées en bleu ici, eh bien on constate que d'un point de vue économique, on est encore bon, puisqu'on est dans le top 5 des modalités où le coût de la tonne produite nous coûte le moins cher. Si on passe à la deuxième stratégie de fertilisation, donc les 2 modalités qui sont fléchées en orange ici, on constate qu'on est encore bon puisqu'on est toujours dans notre top 5 de modalités qui nous coûtent les moins chères pour la tonne de matière sèche produite. Et en plus de ça, on a un taux de légumineuses qui est d'autant plus intéressant. Et puis, on a une modalité aussi qui se détache un peu du lot, c'est la modalité on apporte 2 fois 60 unités à partir de la 2e année. On constate qu'on est ici dans le top 2 des modalités qui nous coûtent le moins cher à produire. Et en plus, on a un taux de légumineuses qui reste très intéressant. Et en fait, le coût intéressant ici est lié au fait que c'est la modalité qui a produit le plus sur les 3 années d'essai. Donc, nos conclusions techniques tiennent toujours la route lorsqu'on ajoute un petit peu d'économique dedans, mais ce n'est pas les seules choses à prendre en compte. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout l'itinéraire technique qui est important lorsqu'on met en place une PME. Donc, il faut rouler avant le semis pour obtenir un bon lit de semences et pour gérer la profondeur de semis. Et il faut rouler aussi après semis pour optimiser le contact sol-graine. Il faut bien évidemment choisir ces espèces en fonction du type de sol. On ne va pas mettre un dactyle en zone hydromorphe, par exemple. C'est intéressant, c'est nécessaire de bien caractériser son sol avant l'implantation, notamment pour adapter les pratiques de chaulage et de fumure. Donc, d'un point de vue fumure de fond, les légumineuses, on le sait, elles sont très gourmandes en P et K, en particulier en P, puisqu'il faut une quantité disponible importante pour qu'elles puissent puiser et satisfaire leurs besoins. D'un point de vue chaulage, on le rappelle, il faut un pH de 6 à 6,1 pour des légumineuses et on monte à 6,5 pour une luzerne. Et enfin, le mode d'exploitation est aussi à prendre en compte. Donc, il ne faut pas hésiter à venir précocement sur le printemps pour faire la première exploitation et laisser de la lumière aux légumineuses. Suite à cette session, donc, vous pourrez bien évidemment contacter vos contacts habituels en région sur ces différents sujets. Également, aller sur le site Arvalis Info où vous pouvez trouver également des informations. Et puis, en priorité aussi, concernant cette intervention, vous pouvez contacter donc, Anthony et Carole donc, qui pourront avec plaisir répondre aux différentes questions. Et puis, pour clôturer donc ce webinaire, nous tenions à remercier l'ensemble des financeurs pour le financement donc, de cet essai qui a été mené donc, sur la ferme expérimentale des Bordes. Donc, tout d'abord, le remerciement va à la région Centre-Val de Loire, le CAP filière bovin-viande également, le CAP protéines plus récemment dans le cadre du France Relance, et puis également pour la bonne réalisation de ce webinaire, nous tenions à remercier donc tout le monde, Valérie, Laura, Didier, Eva, tout particulièrement aussi Anthony et Carole pour la construction de ce PowerPoint et de cette présentation. Et donc également, nous vous remercions tous pour votre participation, pour votre écoute et puis pour les questions. Nous espérons avoir répondu à toutes vos interrogations, mais s'il en reste, n'hésitez pas à revenir vers les personnes qui sauront vous répondre.